Bienvenue sur Ici Éco. Le tribunal de première instance du Mont-Liban, troisième chambre en charge des affaires immobilières, a rendu une décision essentielle dans le cadre du recours présenté par Mme Sarah Oudia Ataya, représentée par son avocat, Maître Riyad Hallaj, contre la décision émise par le bureau du registre foncier de Barabda en date du 10 avril 2025. Cette affaire concernait la radiation de l'inscription interdisant la disposition d'un bien immobilier appartenant à France Bank ainsi qu'à Adel et Adnan Assar. La décision du tribunal de troisième instance du Mont-Liban a conclu que les décisions du procureur général d'appel imposant des interdictions de disposition sur des biens immobiliers sont nulles et dépourvues de base légale, constituant un excès de pouvoir judiciaire, une atteinte au droit et une violation manifeste des lois, puisque cette compétence appartient exclusivement au tribunal civil compétent. Par conséquent, le tribunal considère que la décision de l'ancien procureur général du Mont-Liban, Radaon, visant les biens des banques, des personnes liées à et de toutes personnes concernées par ce type de décision émanant des parquets d'appel est nulle. Depuis plusieurs années, l'ancien procureur général du Mont-Liban, Radaon, avait en effet ordonné l'apposition d'interdiction de disposition sur les biens immobiliers, véhicules, actions et parts sociales de plusieurs banques, ainsi que sur les biens des présidents et membres de conseil d'administration de ces établissements. Ainsi, à la lumière de la décision de la Chambre de première instance du Mont-Liban, il s'agit d'une jurisprudence qui ouvre la voie à toutes les personnes concernées par ces mesures de saisie prises par les parquets d'appel, leur permettant d'engager des procédures judiciaires afin d'obtenir la levée de ces saisies sur les biens et propriétés. Durant cet épisode, nous revenons sur les principaux dossiers économiques et financiers, la dernière notation de Standard & Poor's, des scénarios possibles pour la fin de l'année en cours, le dossier de la loi sur le gap financier et la phase de reconstruction en parallèle avec les négociations géopolitiques et leurs répercussions sur la situation économique et intérieure du Liban. Nous en discuterons avec Dr Nassib Robril, qui est économiste en chef du groupe Biblos Bank. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Robril. Merci beaucoup. Donc voilà, pour commencer, l'agence internationale Standard & Poor's a relevé la notation de crédit à long terme du Liban en monnaie locale de CC à CCC, avec une perspective stable tout en maintenant la notation de la dette en monnaie étrangère au niveau de défaut sélectif, selected default. Cette amélioration reflète la capacité accrue du gouvernement à honorer ses dettes commerciales en monnaie locale grâce aux excédents budgétaires des 2 dernières années et aux progrès réalisés dans les réformes nécessaires pour accéder à un nouveau programme du FMI. Pour commencer, bien voilà, Dr Robril, comment expliquez-vous la décision de Standard & Poor's? C'est un pas dans la bonne voie, mais c'est un pas très modeste. Je ne veux pas exagérer cette décision d'améliorer la notation de Standard & Poor's sur la dette souveraine en livres libanaises. Les agences de notation, les banques d'investissement internationales, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, les organisations multilatérales, les États observent la notation sur la dette en devise étrangère. Pourquoi? Parce qu'un pays peut imprimer sa propre monnaie. Il peut contrôler. Il ne peut pas imprimer des dollars ou des euros ou d'autres monnaies, des monnaies des autres pays. Donc, la notation importante, c'est celle de la notation selective default sur la dette souveraine en devise étrangère. Nous allons discuter à propos du selective default. Mais quelles sont les implications d'une réévaluation de la notation du Liban et aussi au niveau de la monnaie nationale ou bien en devise étrangère? Et peut-on considérer ce relèvement de la notation comme un signe de reprise? Non, je ne peux pas considérer cette amélioration de la notation comme un signe de reprise. Premièrement, parce que sur l'échelle des notations de l'agence, nous sommes toujours au fond de cette échelle. Nous sommes très loin du niveau d'investissement
en tant que notation. Et comme je l'ai dit déjà, il faut faire attention, il faut cibler la notation sur la dette en devise étrangère. C'est ça le signe, l'indicateur principal et important que tout le monde attend. Donc pourquoi l'agence maintient la notation de la dette en devise étrangère au niveau de défaut sélectif ou en selected default? C'est très simple parce qu'en mars 2020, le gouvernement Hassan Diab a pris la décision de faire un default sur la dette souveraine en devise étrangère, spécialement sur les eurobonds, malgré que ce gouvernement avait d'autres choix. Et depuis ce temps-là, les gouvernements successifs n'ont pas commencé les négociations avec les détenteurs des eurobonds. Et donc, on n'a pas une solution finale avec les détenteurs des eurobonds, bien que l'accord avec le Fonds monétaire international en avril 2022 avait comme l'une des conditions préalables de restructurer la dette publique, c'est-à-dire de restructurer les eurobonds en principe. Un exemple, il y a 3 pays qui ont eu un défaut en 2022, donc 2 ans après le défaut du Liban. Ce sont le Sri Lanka, Ghana et l'Éthiopie. Et ils sont arrivés, ces 3 pays sont arrivés à un accord avec les détenteurs de leurs eurobonds bien avant le Liban, et nous n'avons même pas commencé ces négociations. Et même, moi je suis un peu surpris parce que durant le gouvernement du Premier ministre Miati, il y a eu le vide présidentiel, le gouvernement n'opérait pas à pleine capacité, mais maintenant on a un gouvernement qui opère à pleine capacité, il n'y a pas de vacances présidentielles. Le Parlement donc, est aucune excuse pour ne pas négocier avec non, les détenteurs non, il n'y a pas d'excuse, mais je ne comprends pas pourquoi on a remis jusqu'à 2026 les négociations avec les détenteurs des eurobonds. Vous voulez me dire que le Liban continue à payer le prix du défaut de paiement? Certainement. Depuis mars 2020, le Liban a été en marge des marchés de capitaux mondiaux, et non seulement le Liban en tant qu'État, même le secteur privé. Les arrangements, les crédits que les sociétés étrangères donnaient aux sociétés qui importaient leurs produits au Liban ont été suspendus depuis mars 2020, depuis la décision du default. Et nous sommes toujours en marge du système, non seulement des marchés des capitaux mondiaux, mais du système bancaire, commercial et financier mondial. Donc, avant toute discussion avec les détenteurs d'eurobonds, il ne faut pas s'attendre à un relevé de la notation de crédit. Les 3 agences de notation principales, Standard & Poor's, Fitch Ratings et Moody's Ratings, étaient très claires et sont toujours très claires. Il n'y a pas d'amélioration de la notation souveraine du Liban en devise étrangère sans la finalisation de la restructuration de la dette publique, donc la finalisation des négociations avec les détenteurs des eurobonds et aboutir à un accord final. Et deuxièmement, ce qui va aboutir à une dette publique qui est beaucoup moins élevée et soutenable. Et une dette publique soutenable. Ce sont les 2 conditions. Dire soutenable, c'est dire contrôler. C'est dire contrôler, c'est dire que le gouvernement peut payer ses obligations mensuelles sans risque de défaut. À quel ratio entre dette et PIB? Selon le Fonds monétaire international, le ratio est de 100% de dette sur le PIB. Mais aujourd'hui, ironiquement, aujourd'hui... On est à quel ratio? On est à peu près à 30-35% du PIB. Donc, si on évalue la dette publique sur le taux du marché actuel et non seulement de façon nominale. Mais il faut évaluer cette dette au taux de marché. En ce qui concerne les négociations avec les détenteurs des eurobonds, non. On prend la valeur nominale, donc qui est aujourd'hui 31 milliards 500 millions de dollars. Et puis, il y a 11 milliards de dollars d'intérêts accumulés depuis mars 2020. Donc, ce sont à peu près 41,5 milliards de dollars, 42,5 milliards de dollars d'eurobonds qu'il faut négocier et restructurer avec les détenteurs des eurobonds. Mais je répète, je n'ai aucune réponse pourquoi le gouvernement continue à
a poussé cette date-là et aujourd'hui on attend le début de ces négociations en 2026. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas commencé immédiatement en 2025 après la formation du gouvernement actuel. Certainement. Fitch Rating avec la cellule Liban à défaut restreint, RD, avec, ou bien pour les deux devises à la mi-2024, puis avait retiré totalement ses notations pour faute d'informations suffisantes. Moody's maintient le Liban à la note C, soit le niveau le plus bas. Malgré ces évolutions positives, les agences soulignent la persistance de grands défis. Elles ne prévoient pas de progrès substantiel dans la restructuration de la dette avant les élections législatives de mai 2026, soit 5 ans après le défaut de paiement. Attendre jusqu'à 2026, vous pensez, parce que on relie cette négociation avec les élections législatives. Dire négociation et dire loi du GAP et élections. Donc, politique, économie. Tout d'abord, si on veut parler sur la loi de GAP, moi je n'aime pas l'appeler la GAP Law. C'est la loi qui va déterminer le sort des dépôts. Responsabilité. Non, non, le sort des dépôts. Donc, selon les déclarations des ministres concernés, on va avoir au moins une copie de cette loi en septembre, le mois prochain. Espérons. Espérons. Pour étudier ce projet. Tandis que le gouverneur de la Banque du Liban dit que ce projet va être prêt en décembre. Donc, s'il est prêt en décembre, s'il est avec le Parlement en décembre, ça veut dire qu'on est 4 mois éloigné des élections parlementaires. Et la question ici, c'est est-ce que les blocs parlementaires vont voter sur une loi qui ne peut pas être très favorable aux déposants après toutes les promesses qui ont été faites? C'est une question qu'on doit attendre la réponse. Mais certainement, si vous voyez les rapports des agences de notation, ils ciblent les élections parlementaires comme peut-être un obstacle aux réformes plus profondes, plus courageuses. Donc, même le gouvernement, quand il a été formé, on a entendu quelques ministres déclarer qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire toutes les réformes parce que ce gouvernement a une marge de 15 mois. Mais pour moi, il ne reste que quelques mois. Oui, mais les 15 mois sont assez en comparaison avec la durée des gouvernements précédents pour au moins mettre les réformes sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Et je crois qu'ils essaient de faire ça. Mais le citoyen veut sentir une différence quotidienne dans la vie quotidienne des ménages, des citoyens, que jusqu'à présent, selon les enquêtes qu'on lit, et les résultats des enquêtes, ils supportent toujours certainement le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, mais ils sont déçus. Mais ils attendent sentir. Oui. Donc, mais pour commencer et pour continuer, si vous permettez, le Parlement a adopté en avril une loi révisée sur le secret bancaire, puis récemment la loi sur la restructuration des banques, mais n'a pas encore voté la loi sur le GAP, essentiel pour répartir les pertes passées et indemniser les déposants. Donc, comment faire avec les dépôts? C'est ça. Le FMI, à l'issue de sa dernière mission au Liban, a insisté sur la nécessité urgente d'adopter cette loi, ainsi que sur l'importance de voter le budget 2026, incluant une stratégie de renforcement des recettes et de rationalisation des dépenses. Quelle est l'importance de la loi de régulation bancaire et peut-elle être perçue comme un signal fort pour les observateurs et investisseurs? Tout d'abord, on doit se rappeler que ces décisions politiques, que ce soit le vote des lois ou bien des décisions gouvernementales, sont prises dans une optique politique. Donc, politiquement, la décision la plus facile était la loi sur le secteur bancaire. Changer la loi sur le secret bancaire, je m'excuse, sur le secret bancaire.
Deuxièmement, la décision qui est moins facile politiquement était le vote sur la loi de structuration du secteur bancaire. La loi la plus difficile politiquement et populairement, c'est la loi sur l'indemnisation des dépôts, le sort des dépôts. Donc, c'est vrai que le Fonds monétaire mettait des pressions pour modifier la loi sur le secteur bancaire, pour voter la loi sur la restructuration du secteur bancaire. Et il espère toujours voter cette loi le plus tôt possible. Mais politiquement et populairement, il y a cette dimension qu'on doit prendre en considération. Mais ce que je sais, c'est que la Banque du Liban et les ministres concernés sont en train de travailler sur la loi sur l'indemnisation des dépôts. Et je crois qu'elle va être prête. Si ce n'est pas en septembre, ce serait en octobre. Mais la question, c'est est-ce que le Parlement serait prêt à voter ces lois quelques mois avant les élections parlementaires. Mais l'indemnisation des dépôts, donc voilà, le ministre des Finances a annoncé que cette loi pourrait être finalisée à l'automne prochain. Mais quel serait le coût du retard? Donc un retard de 4 ans, de 5 ans? Les coûts s'accumulent. Les coûts s'accumulent sur l'économie en entier. Et non seulement parce que... On se rappelle du projet de Hassan Diab, puis du projet de Najib Miraté. Parce que la loi de l'indemnisation des dépôts traîne. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'il n'y avait pas une décision d'avoir le Liban réintégrer le système financier, bancaire, commercial mondial. Parce que toujours les notations souveraines du Liban sont au fond au bas de l'échelle de notation des agences. Parce qu'on a toujours une économie souterraine qui a abouti... Avec l'économie du cash. Qui a abouti à inclure le Liban sur la liste grise de la GAFI et sur la liste des pays à haut risque de l'Union européenne. Mais les réformes ne peuvent pas être séparées. Les réformes sont un tout. Donc, ce n'est pas seulement les réformes du secteur bancaire qui sont importantes, malgré leurs priorités. Il y a les décisions politiques et militaires, le monopole des armes, le monopole de la décision de la paix ou de la guerre. Il y a l'application des décisions internationales, les réformes judiciaires, la démarcation des frontières. Le combat contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la restructuration du secteur public. Il faut se rappeler ici de l'éloge qui a été fait au niveau des décisions prises par la Banque centrale et les banques au niveau de GAFI. Mais les points faibles, comme vous avez bien cité, et voilà, il faut poser cette question. Est-ce qu'on risque la liste noire ou bien est-ce qu'on risque de rester sur la liste grise ou bien non? Est-ce que c'est possible de quitter cette liste? Tout d'abord, on a aujourd'hui des chiffres sur la taille de l'économie souterraine. Selon une enquête de la société internationale Ernst & Young, l'économie souterraine au Liban est équivalente à 20% du PIB, donc à peu près à 4,6 milliards de dollars. Souterraine, c'est parallèle, c'est différent de l'économie du cash. Oui, c'est différent de l'économie du cash, parce que si une personne achète quelque chose avec du cash, ce n'est pas illégal. Mais l'économie souterraine, ce sont les transactions illégales. Donc, ce qui a abouti à mettre le Liban sur la liste grise et puis sur la liste des pays à haut risque de l'Union européenne. Non, mais il faut craindre de rester sur la liste grise parce que il y a 3 pays sur la liste noire du GAFI, l'Iran, la Corée du Nord et le Myanmar. Et ce sont des cas très spéciaux. Donc, c'est un cas politique, ce sont des cas politiques, militaires, sécuritaires. Donc, quel est le coût de rester sur la liste grise alors? Le coût de rester sur la liste grise de GAFI ou bien sur la liste des pays à haut risque de l'Union européenne est très élevé. Tout d'abord, il y a la réputation du Liban internationale et régionale. Il y a le manque d'investissement, les opportunités perdues, le fait que les autorités libanaises, même si elles travaillent
pour mettre en application les décisions du GAFI, mais elle ne le fait pas de façon assez rapide pour que le Liban ne soit plus inclus en octobre sur cette liste. Donc non, il y a un coût très élevé, même peut-être si ce n'est pas palpable au jour le jour. Mais personne ne veut être sur la liste grise de la GAFI. Aucun pays ne veut être sur la liste grise de la GAFI ou bien sur la liste des pays à haut risque de l'Union européenne. Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a évoqué un consensus pour répartir les responsabilités entre l'État, Banque centrale et banques, selon les capacités de chacun. Quel est votre avis? Mon avis, c'est la priorité doit être l'indemnisation des dépôts. Parce que si on va cibler seulement les responsabilités, ça va dérailler les efforts pour indemniser les déposants. Il faut trouver une solution pour indemniser les déposants et prendre en considération les capacités de chaque partie, des banques commerciales, de la Banque du Liban et de l'État libanais. Mais il y a une chose très importante que malheureusement n'est pas très visible. Selon le Code du crédit et de la monnaie, selon l'article 13 du Code du crédit et de la monnaie, les placements des banques commerciales à la Banque du Liban sont des dettes commerciales. Ce qui est très différent de la dette publique, c'est pour ça l'approche. Qui est une dette souveraine. Oui, vous insistez toujours sur ça, la séparation entre ces deux dettes. Oui, exactement. Oui. C'est parce que entre dette commerciale et dette publique, il ne faut pas les mélanger. Il ne faut pas les mélanger et dire il faut restructurer la dette publique en ajoutant les placements des banques à la Banque du Liban. Ça va être très nocif pour les déposants. Donc, selon le Code du crédit et de la monnaie, il faut considérer les placements des banques commerciales à la Banque du Liban comme une dette commerciale. Et donc, la Banque du Liban peut trouver une solution avec les banques commerciales. Pour couvrir, restructurer. Pour indemniser les déposants. Au lieu de considérer ce montant-là comme faisant partie des obligations de la dette publique. Et même le Code du monnaie et de la crédit est bien clair au niveau de la responsabilité de l'État pour couvrir tout gap. Donc, quand on parle à la Banque centrale, du trou financier qui est responsable de combler sur le bilan de la Banque du Liban, c'est comme si on parlait que la Banque du Liban est allée au casino du Liban et a perdu ses milliards de dollars à la table du casino. Ce qui n'est pas vrai. Et ce sont des pressions politiques sur la Banque du Liban qui ont forcé la Banque du Liban à dépenser cet argent, que ce soit sur l'électricité, que ce soit pour la stabilisation de la monnaie, que ce soit pour couvrir les déficits budgétaires. Donc, ceux qui ont gaspillé, ceux qui ont dépensé cet argent, ce sont les gouvernements successifs. Donc, couvrir ce trou... Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'article 113 du Code du Code du crédit et de la monnaie est très clair. Si on veut considérer ce trou financier comme des pertes sur le bilan de la Banque du Liban, c'est au Trésor libanais de couvrir ces pertes. Mais même cet article-là est totalement ignoré. Depuis 2019, cet article est totalement ignoré. Mais aujourd'hui, il faut cibler l'article 13 qui dit que les dépôts, que les placements des banques commerciales à la Banque du Liban sont des dettes commerciales. Des obligations de la Banque du Liban vers les banques commerciales, il faut les séparer de la dette publique qui est une dette souveraine. Donc, le gouvernement peut négocier avec les détenteurs des eurobonds sous l'égide du Fonds monétaire international pour restructurer les eurobonds et faire un haircut de peut-être, je ne sais pas, 75-80%. C'est trop tôt pour spéculer sur ce sujet. Mais il ne faut pas inclure les dépôts là-dedans et dire... tant qu'ils font partie de cette restructuration,
Parce qu'il y avait une théorie au début de la crise que si la restructuration des eurobonds aboutit à un haircut de 80 à 85%, donc les dépôts en devises doivent subir un haircut de 80 à 85%. Ce qui n'est pas normal. Non, aujourd'hui, le code du crédit et de la monnaie est très clair. Il faut séparer les placements des banques commerciales à la Banque du Liban avec la dette publique. C'est clair. Ce qui va aider la Banque du Liban à trouver une solution beaucoup plus propice à l'indemnisation des dépôts que les solutions qui ont été proposées jusqu'à présent. Le Liban fait face à des coûts de reconstruction dépassant les 11 milliards de dollars selon la Banque mondiale qui a approuvé en juin dernier un financement de 250 millions de dollars pour des réformes urgentes des infrastructures publiques. Pourquoi la notation du Liban reste toujours contrainte par les risques, la faiblesse de la croissance et les besoins financiers liés à la reconstruction? Si on retourne à la notation du Liban, on sait que le ratio de la dette publique et du déficit au surplus budgétaire est mesuré en comparaison avec la taille de l'économie. Donc la taille de l'économie, c'est le GDP. Et une partie des réformes, c'est augmenter la taille de l'économie libanaise, soutenir la croissance à travers d'améliorer le climat d'investissement et des affaires, le climat des affaires, restructurer le secteur public, améliorer les recettes du trésor, réduire les dépenses, avoir des finances publiques soutenables à long terme et à moyen terme. Donc tout ça, moi je les mets sous l'égide de la confiance. Et pour que la confiance retourne au Liban, il faut, je répète, des réformes, des décisions compréhensives et non pas des décisions ici et là et cibler un secteur sans avoir une vision claire. Aujourd'hui, c'est le coût de la reconstruction. Tout ça peut être résolu si on met en application des réformes globales et, comme on l'a discuté dans le temps, le Liban, l'économie libanaise peut croître à un niveau de croissance de 5 à 6% annuellement entre 2025 et 2029 si on met en application des réformes globales et on peut attirer 12 milliards 500 millions de dollars de prêts du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, des pays du Golfe, de l'Union européenne, des amis du Liban. Deuxièmement, si on peut attirer 10 milliards de dollars d'investissements arabes et étrangers durant cette période-là, et donc l'économie libanaise peut reprendre sa taille de 53 à 54 milliards de dollars en 2029 si on cible des réformes globales. Voilà. Il existe toujours une corrélation entre confiance, stabilité, croissance. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que le président de la République et le Premier ministre insistent que la stabilité, la sécurité au Liban est une condition préalable pour le relancement de l'économie. Très bien. Mais pour les investissements. Mais quelles sont vos prévisions économiques pour le reste de l'année 2025? Différents scénarios. Au début de l'année, on espérait avoir une croissance de 5 à 6%, un rebond après la guerre, la confiance, l'élection du président, le discours présidentiel, le choc positif, la formation d'un gouvernement très capable. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec la guerre entre Israël et l'Iran et l'impact sur la saison estivale, peut-être des réformes un peu lentes pour le citoyen libanais. Je ne crois pas qu'on va aboutir à une croissance de 5 à 6% en 2025. Si on continue de cette façon-là, il n'y a pas une détérioration de la sécurité ou bien une augmentation des attaques israéliennes. Je crois qu'on pourra achever une croissance de 2 à 2,5% cette année. Je ne veux pas aller dans des scénarios négatifs. Donc à 2 à 2,5%. Mais oui. si peut-être on fera face à une détérioration de la situation au niveau sécuritaire, donc scénario possible? Le scénario possible, c'est on n'aura pas de croissance cette année. Mais moi, je veux
je veux voir les scénarios pour 2026. Si on aboutit à une solution convaincante en ce qui concerne le monopole des armes et la décision de la guerre et de la paix, et si le Parlement vote une loi adéquate pour l'indemnisation des dépôts, et la chose très importante, si les autorités continuent à combattre l'économie souterraine de façon satisfaisante au point que le Liban n'est plus sur la liste grise ou sur la liste de l'Union européenne des pays à haut risque, donc 2026 sera... on aura une situation totalement différente et c'est là où on pourra achever le potentiel de l'économie libanaise, une croissance de 5 à 6%, une relance des investissements parce qu'on n'a toujours pas vu les investissements cette année au niveau qu'on espérait. Donc le potentiel existe, mais je crois que les autorités libanaises savent quelles sont les décisions à prendre, quelles sont les priorités pour achever ce potentiel. Espérons, hein. Je vous remercie, Dr Nassir Boubril. Vous êtes économiste en chef du groupe Biblos. Merci beaucoup. Merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.